Bonjour et bienvenue à notre 4e podcast Institut Sapiens La Tribune. Les talks Sapiens se penchent cette semaine sur le numérique et son interaction avec la démocratie. Le numérique peut-il sauver ou bien tuer la démocratie? La question est évidemment en pleine actualité, que ce soit du point de vue des printemps arabes qui sont en train de prendre maintenant racine en Algérie. On a vu le rôle très positif qu'a pu jouer le numérique et les réseaux sociaux dans une forme de libération du peuple algérien, puisque Bouteflika a décidé de ne pas se présenter à la présidentielle. Il y a eu énormément de contacts sur les réseaux sociaux, on l'a vu, comme ça avait été le cas pour les printemps arabes, entre les manifestants. Donc ça, c'est l'aspect positif, mais également l'aspect négatif, on le voit, la crainte d'une manipulation des élections. Alors ça s'est passé pour l'élection de Donald Trump, ça s'est passé pour le Brexit. Est-ce que ça pourrait se passer pour les élections européennes ? Emmanuel Macron l'a évoqué, ce risque, dans la lettre qu'il a adressée à tous les Européens, en appelant l'Union européenne à se défendre, à mettre en œuvre des mécanismes de régulation. Alors pour parler de ce risque démocratique, deux experts avec nous. Dominique Régnier, qui est professeur à Sciences Po, qui est directeur de la Fondapol, la fondation qui est donc indépendante aujourd'hui, on va dire, de LR, mais néanmoins indépendante, absolument. Tant sur le plan financier qu'organisationnel. Donc indépendante de LR. La Fondapol et son dernier livre, Où va la démocratie chez Plon, évoque évidemment toutes ces questions. Et avec nous, Pierre-Henri Tavoyot, qui est maître de conférences à Sorbonne Université, qui est philosophe et qui a écrit de nombreux livres, dont le dernier tombe, j'allais dire, à pic. Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique, chez Odile Jacob. Alors j'ai envie de commencer avec vous peut-être par dire, est-ce que les démocraties sont en crise ? Est-ce que ce que nous traversons, le mouvement des Gilets jaunes en France en est peut-être aussi une traduction, est le signe d'une vitalité de la démocratie ou le signe d'une crise de la démocratie ? Pierre-Henri. Je crois que la démocratie est un régime qui est structurellement en crise parce que, pour une raison d'ailleurs de fond, c'est-à-dire que les promesses démocratiques sont hallucinantes, plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité, et que ces promesses, il faut les réaliser toujours avec des moyens finis. Donc, par définition, la démocratie est toujours une sorte d'horizon, et la caractéristique de l'horizon, c'est qu'on plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne, mais il continue à nous guider. Simplement, il faut, je crois, aujourd'hui mesurer la nature de cette crise, parmi d'autres, mais qui est particulière. Alors souvent, on l'interprète comme une crise de la représentation, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, les institutions ne seraient plus à la hauteur du peuple. C'est en tout cas comme ça que les Gilets jaunes se sont construits. Alors, au risque de lancer tout de suite un pavé, il me semble que c'est plutôt de l'ordre de l'autre aspect de démocratie, puisque dans démocratie, il y a peuple, démos, et puis il y a kratos, il y a pouvoir. Il me semble que c'est plutôt du côté de l'impuissance publique qu'il faudrait regarder, plus que la crise de la représentation, parce qu'en vérité, on pourrait même dire que jamais les électeurs n'ont été aussi bien représentés qu'aujourd'hui. Jamais les politiques n'ont disposé d'autant de moyens pour scruter le moindre soupir, le moindre éternuement de tous les électeurs. En revanche, du point de vue du pouvoir, de la puissance, et du point de vue de ce sentiment que nous avons tous d'être un peu dépossédés de notre destin, du fait de la mondialisation, mais aussi du fait d'institutions un peu illisibles. Je pense que le cœur de la crise d'aujourd'hui, c'est plutôt l'impuissance publique que la crise de la représentation. Dominique Régnier, est-ce que nous sommes dans une période de crise démocratique ou au contraire de vitalité de la démocratie, mais qui ne trouve pas forcément les leviers pour s'exprimer ? Oui, d'abord, je partage largement ce qui a été dit à l'instant sur la dimension structurellement critique du régime démocratique. Là, on est en train de discuter avec un arrière-fond des bruits de manifestation, donc c'est quand même... Parce que nous enregistrons alors qu'il y a les jeunes qui manifestent pour le climat. C'est une sorte d'illustration parfaite de ce que nous disons. C'est vrai aussi que les modalités de prise de parole, de consultation, d'expression, d'élaboration collective, tant des préférences que des décisions, se sont multipliées. Donc c'est pas là qu'il y a un défaut, je ne le crois pas. C'est d'ailleurs pourquoi moi j'avais été surpris de voir apparaître le thème, enfin surpris de voir en tout cas considérer avec autant d'attention le thème du RIC ou du RIB, parce que au fond ce ne sont pas les modalités de ce côté-là qui font défaut, mais j'aurais vraiment là encore une fois un point de vue tout à fait convergent, c'est plutôt la difficulté qu'il y a à transformer les préférences collectives en objets réalisés, au fond en réalisation politique. C'est je crois aussi une crise de la puissance publique. Là, on a peut-être un élément historique
enfin des éléments historiques qui d'ailleurs peuvent très bien conduire, alors c'est un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais c'est pas l'intention, peuvent très bien conduire à une disparition de la démocratie, qui est une forme de régime dont c'est nécessaire. Le meilleur à l'exception de tous les autres, disait Churchill. Oui, mais moi je trouve que c'est vrai, mais simplement ça se défend vraiment très bien. Simplement Machiavel disait aussi, pour citer un autre auteur, Machiavel disait aussi que tous les régimes humains ont un terme à leur existence. Ce sont des constructions, les institutions, on le sait. Mais du coup, c'est périssable par définition. On est peut-être là devant un faisceau de défis qui peuvent saturer les procédures démocratiques et rendre impossible la continuation de ce régime. Par exemple, si je prends le cas des Européens, alors il y a des différences entre les Européens et les Américains, mais prenons le cas des Européens, la convergence au même moment d'un vieillissement démographique, d'un épuisement des ressources publiques, grosso modo, malgré l'inégalité en termes de déficit selon les États. Ce que l'on sait, c'est qu'on ne pourra pas dépenser la même quantité d'argent public qu'on a dépensé dans les années 50, 60, 70, 80. Donc il y a quelque chose là qui ne sera plus possible pour des peuples beaucoup plus âgés qui devront donc gérer de nouveau des équilibres budgétaires, gérer les grands enjeux de l'immigration, les conflits interculturels que cela peut entraîner dans des sociétés plus fragmentées, peut-être pas simplement individualisées, mais plus fragmentées aussi, et qui auront du mal, parce que ça c'est le problème de la démocratie, à successivement désigner des majorités qui vont en gros les décevoir, ou bien devoir approuver, parce qu'ils sont raisonnables, les peuples, des décisions qui sont les unes et les autres plutôt désagréables à accepter. C'est pas comme ça que la démocratie a fonctionné jusqu'à présent. Il a quand même été plutôt question, je dirais entre 1880 et 1980, vraiment pour aller très vite, il a plutôt été question d'approuver et d'inciter par le suffrage des mesures heureuses, sur le plan social, sur le plan des droits et des libertés. Enfin, nous avions plutôt des bonnes nouvelles à annoncer. Là, maintenant, c'est plutôt une forme de reprise de ce qui avait été donné parce que les ressources le permettaient. Et je ne sais pas, moi, si la démocratie résiste à cette interaction plus négative, moins progressiste en quelque sorte, qui accompagne la démographie, les mouvements, les grands problèmes les grands budgétaires. changements structurels. Ouais. Pierre-Henri Tavoyot, effectivement, est-ce qu'on peut dire que la démocratie est mortelle ? Est-ce qu'elle est aujourd'hui, dans sa forme d'organisation, en tout cas à bout de souffle ? Est-ce qu'on peut imaginer autre chose ? On parle beaucoup de l'horizontalité, on parle beaucoup de la transversalité verticale, c'est le nouveau mot à la mode, qui essaye d'exprimer cette idée que de bas vers le haut et grâce aux réseaux sociaux, justement, on va peut-être en parler, on peut inventer autre chose. Il me semble que, justement, il y a deux manières de regarder les choses. Soit on voit effectivement que les choses, et en général, on dit qu'elles ne vont pas bien, ça c'est le principe. Et après, les modèles concurrents de la démocratie qui se dessinent. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'en vérité, tout le monde est démocrate aujourd'hui. C'est devenu l'idéologie même dominante. Xi Jinping. Oui, absolument. Tout le monde est démocrate. Le Parti communiste chinois est démocrate. Tout le monde est démocrate. Et donc, c'est quand même une nouveauté, puisque il y a 200 ans, ce n'était vraiment pas le cas, pour le coup. Simplement... quand on regarde en détail les manières d'être démocratique, on voit que, pour résumer les choses très rapidement, il y en a trois, en tout cas trois modèles qui se dessinent, peut-être quatre, mais disons trois. Bon, il y a la démocratie libérale qu'on connaît, c'est celle qu'on déteste, et qu'on adore détester, je veux dire, celle qu'on adore détester dans la mesure où on constate effectivement ses imperfections. Mais je me sens, moi personnellement, un très grand défenseur de la démocratie libérale. Les choses sont dites. À la gauche, il y a un autre modèle qu'on appelle la démocratie radicale, qui est effectivement le modèle de l'horizontalité, c'est-à-dire de dire, grosso modo, finalement, ce qui menace le peuple, c'est le pouvoir. Donc, dans Demos Kratos, il faut baisser le Donc, Kratos. c'est là que se situe le RIC. Voilà. Et le RIC se situe là, qui en fait, quand on y réfléchit bien et qu'on a un peu de culture politique, ce qui parfois arrive, s'appelle strictement l'anarchisme. C'est-à-dire, l'anarchisme, c'est l'idée que le vrai peuple, c'est la société et surtout pas l'État qu'il faut démanteler pièce par pièce. Puis de l'autre côté, on a le Kratos contre le Démos, c'est-à-dire l'idée plus exactement que la véritable incarnation du peuple, c'est le pouvoir du peuple. Et là, c'est la démocratie illibérale dont on peut faire l'histoire, d'ailleurs qui est intéressante, qui est une histoire qui plonge ses racines dans un univers qui n'est pas le nôtre, c'est Singapour, Lee Kuan Yew, le fondateur de Singapour, et qui nourrit et inspire tous les modèles illibéraux d'aujourd'hui, et d'ailleurs modèles théoriques bien conçus, bien pensés, qu'on peut retrouver chez Viktor Orban, qui est aussi un théoricien, qui n'est pas simplement un praticien de la politique. Et donc, vous voyez, il y a deux contre-modèles très tentants, et on oscille un peu entre les deux, c'est-à-dire soit plus d'horizontalité, soit plus de verticalité, ou de verticalité horizontale si l'on veut, et entre les deux, donc, cette insatisfaction à l'égard de la démocratie libérale.
Ce que j'ai tendance à constater, et ma conviction profonde, c'est qu'en fait, les deux modèles ne sont pas des modèles alternatifs. Ça n'existe pas. C'est des mauvaises consciences, c'est des critiques, mais ce ne sont pas des modèles alternatifs. La démocratie radicale, là où elle s'exerce, il y a quelques pays où ça exerce. Alors en Suisse, ça peut marcher, mais c'est très très particulier, la Suisse. C'est l'autre pays du RIC. Et avec beaucoup d'abstention. Enfin, il y a plein de choses à dire, mais là où on la voit pratiquer, par exemple en Californie, qui est un État, c'est véritablement une catastrophe, enfin, du point de vue politique. Alors, Californie est État ultra prospère sur le plan économique, mais justement, sur le plan politique, le fait qu'un citoyen californien, pour chaque élection, ait 40 questions auxquelles il faut répondre, qu'il ait un document d'accompagnement de 400 pages, qu'évidemment il ne lit pas, qu'il ait l'objet de campagnes de communication par des lobbies très juteux d'ailleurs comme business, qui s'acharnent à essayer de le convaincre. Franchement, c'est absolument pas l'idéal de démocratie qu'on peut avoir. Donc, les quelques réalisations qui existent de démocratie radicale, pour ma part, j'ai tendance à penser que c'est une véritable catastrophe. Et puis de l'autre côté, il y a la démocratie illibérale, qui n'est pas un modèle très cohérent en vérité, parce que entre Singapour, entre la Chine, entre la Russie, entre la Turquie, entre la Hongrie, mais les disparités sont innombrables. Certaines respectent des règles de droit, il y a parfois un peu de démocratie, il y a un poil d'espace public, mais c'est pas un modèle véritablement consistant. Donc je pense que ces deux modèles qui sont des tentations fonctionnent davantage comme une mauvaise conscience de la démocratie libérale et une sorte de défi pour elle de tenter effectivement de trouver les ressources pour s'améliorer et se confronter à cette nouveauté qui est effectivement le numérique et qui brouille complètement, pour le coup, l'espace public. On va y revenir, mais on va terminer peut-être sur ce point avec Dominique Régnier. Alors peut-être votre réaction à ce que vient de dire Pierre-Henri, mais effectivement, on a l'impression que c'est en ce moment que ça se passe. C'est-à-dire que pendant des années, on ne s'est pas tellement posé la question, notre génération, j'allais dire, de la démocratie. On avait l'impression que ça allait, on avait même cette idée la Terre est plate, voilà, d'une victoire de la démocratie après la chute de l'Union soviétique. Et puis, effectivement, et vous en avez beaucoup parlé dans vos livres, il y a à la fois cette tension, cette montée des populismes, voire d'une tentation autoritaire, on vient d'en parler, mais en même temps, et c'est peut-être là que le numérique joue un rôle effectivement, alors positif ou négatif, en tout cas d'horizontalité, cette montée d'une demande de démocratie participative et directe. Et est-ce que les deux sont compatibles ? Alors, sur un premier plan, moi j'ai tendance à interroger, c'est-à-dire à exprimer une forme de suspicion à l'égard de la thèse selon laquelle il y a une demande de démocratie directe. En fait, moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une demande qui peut s'observer, qui est le fait de minorités hyperactives, et c'est pas pour ça qu'elles sont à déconsidérer, hein. Ce sont des minorités hyperactives, très militantes, très documentées, très politisées, qui ont une conception de la politique et d'une sorte d'activité quasiment permanente, et encore une fois, c'est une version que l'on peut tout à fait admettre, hein. Mais que c'est vraiment le reflet d'un monde très particulier, qui peut-être, dans un pays comme la France, où il y a 47 millions de citoyens, concerne, je ne sais pas moi, peut-être 1 million de personnes, peut-être 1,5 million, il faudrait voir, mais je prends... On a quelques chiffres sur les participations au grand débat, par exemple. Oui. On a vu d'abord que les Gilets jaunes y ont assez peu participé, d'après des premières indications, et que les Français qui y ont participé étaient un peu les mêmes que ceux qui avaient suivi la campagne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire des gens qui ont effectivement envie d'une forme de rénovation. Oui, mais c'est les mêmes d'ailleurs qui peuvent aller voir des conférences de philo dans les villages. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un trésor en France qui existe. Hein. Oui, c'est tout à fait honorable. C'est un trésor, c'est-à-dire effectivement de gens qui ont un intérêt pour la chose publique, pour les débats intellectuels, et qui, je pense que ce que disait Dominique, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire effectivement ceux qui sont des militants j'allais dire des professionnels ou qui ont tendance à être des professionnels de la politique 24 heures sur 24. Oui, peut-être terminons là-dessus. Et d'ailleurs, moi j'étais frappé de voir que la crise des Gilets jaunes, elle a commencé, à mon avis, sur deux thématiques extrêmement importantes, très fondamentales, malgré les apparences un peu terre-à-terre, qui sont, 1, l'excès de prélèvement obligatoire, 2, l'excès de gouvernement par la réglementation, ça c'est la vitesse de circulation. C'est des sujets de fond, en réalité, mais assez étrangement, ça a été peu à peu absorbé et noyé, peut-être parce que le mouvement n'a pas voulu s'organiser, ni désigner de représentants ou avoir de programme, mais ça a été absorbé par des professionnels de la politique qui se sont emparés du mouvement et qui ont fabriqué des revendications type RIC,
dans le programme de la France Insoumise ou RIP dans le programme du Rassemblement National, comme par hasard. Et donc on retrouve là des manies en quelque sorte qui sont celles de milieux hyper politisés. Et je pense que c'est pas la question que nous posent les concitoyens dans la démocratie actuelle. C'est pas comment je peux faire savoir ce que je voudrais, c'est comment pouvez-vous faire, vous, gouvernants, pour réaliser ce que je vous ai déjà dit que je voulais. Ou bien cesser de m'expliquer dans les campagnes qu'on peut faire A et B en même temps, alors qu'ensuite vous me montrez que c'est pas possible et qu'il faut choisir, mais c'est un peu tard. Donc cette question-là, moi je la pense essentielle. Et d'ailleurs, je fais un lien avec ce que vous disiez à juste titre sur des tentations actuelles qu'on peut observer en Europe en particulier, peut-être au-delà, au Brésil, aux États-Unis, une forme de tentation d'autoritarisme. Pour l'Europe, moi je soutiens que c'est pas le cas. Je soutiens qu'il y a effectivement des comportements électoraux qui semblent indiquer qu'il y a une demande d'autorité, mais je dirais, en étant plus prudent peut-être que je l'ai été à l'instant, mais je dirais, faisons l'hypothèse que plutôt qu'une demande d'autorité, c'est une demande d'efficacité, une demande d'action qui se déploie, l'action politique qui se déploie comme elle devrait se déployer sous l'effet de l'expression des préférences collectives, parce que c'est ça le mécanisme qui est quand même promis dans le fait démocratique. L'explication après les élections consistant à expliquer que finalement c'est difficile, que finalement c'est pas possible sur le plan réglementaire, sur le plan budgétaire, ou parce que d'autres minorités organisées vont empêcher un acte législatif d'avoir lieu, ça use au bout d'un moment la validité du contrat, de la convention fondamentale de vous avez gagné, il y a un programme et en respectant les minorités et toutes les règles de l'état de droit, on essaie de l'accomplir au mieux. Donc c'est une demande d'efficacité. Et il n'y a pas chez les Européens, par exemple, quand on fait des études, on en fait beaucoup les uns les autres, il n'y a pas de souhait de renoncer à ses propres libertés. Elles sont même plutôt défendues. Moi, je considère même qu'elles ont été patrimonialisées. Elles sont défendues comme un vrai corpus européen. C'est-à-dire un des fondements du contentieux avec, par exemple, les questions qui sont liées à l'immigration et au monde musulman. Il y a des contentieux là-dessus. L'affaire Rushdie, les caricatures en 2004, Charlie Hebdo, on pourrait citer comme ça Theo Van Gogh. On pourrait citer plusieurs cas qui montrent que les Européens se sont, au fond, interrogés sur la capacité qu'ils avaient, dans le monde d'aujourd'hui, à défendre leurs valeurs de liberté. C'est plutôt ça qui domine aujourd'hui. Et on peut dire qu'il y a chez Orban, Kaczynski, probablement une espèce de conservatisme peut-être un peu réac, mais par exemple, pas chez Marine Le Pen. Il n'y a pas de conservatisme réac chez elle. Enfin, il y a du conservatisme, mais sur le plan des mœurs, elle a toujours pris soin de montrer que... Et d'ailleurs, la plupart des mouvements populistes ont fait là-dessus leur aggiornamento pour ne pas être coupés de cette demande de préservation des libertés. C'est très impressionnant de voir à quel point les Européens restent attachés à leur corpus libéral. Et donc, et c'est un vrai risque, et je termine là-dessus, parce que l'argument que je voudrais moi proposer, mais juste comme ça, c'est si on continue à dire aux Européens, quand vous demandez de l'efficacité, on vous dit vous êtes des nationalistes ou des autoritaristes, ça va poser un problème, parce que à la fin, on va comprendre qu'au fond, la demande d'efficacité n'est pas recevable, et je pense que la conséquence, c'est qu'ils deviendront nationalistes ou autoritaristes. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui voulait, semble-t-il, orienter sa campagne sur cette ligne-là, il a visiblement renoncé. Il est presque devenu lui-même une forme de nationaliste européen. En tout cas. Il plaide à une souveraineté européenne. Très franchement, c'est un très bon exemple parce que, autant, là, très clairement, moi j'ai trouvé remarquable le discours de la Sorbonne sur la souveraineté européenne. Et je trouve que c'est exactement le genre de concept que les pro-européens doivent proposer pour ne pas rester dans des trucs très techniques d'intergouvernementalité. Bon, donc c'est un vrai concept. Ça évoque la puissance et la souveraineté populaire qui est quand même essentielle dans cette affaire. Il y a eu ensuite au Congrès un discours sur le clivage progressiste, nationaliste, que je n'ai pas compris, pour les raisons que j'ai indiquées et que nous partageons ici dans la discussion. Et la lettre aux Européens, j'ai trouvé que c'était un virage heureux, et c'est une bonne chose. Il faut que les politiques soient aussi en harmonie avec l'époque et les changements. Et là, en effet, il y a quelque chose sur les frontières de l'Europe, sur la nécessité de défendre nos frontières et nos valeurs. Donc c'est quand même... Et c'est d'ailleurs pour ça que Viktor Orban a réagi plutôt positivement à ce discours, en disant que il n'était pas d'accord avec Macron, toujours immigrationniste,
extrémiste selon Orban, mais qu'au moins il y avait là les bases d'une discussion sérieuse. Quelque chose là, d'intéressant s'est produit. Sachant qu'il va falloir discuter à 27, ou à 28 ou à 27, on ne sait plus. Parce que, 27 et demi, oui. 27 et demi. Peut-être pour terminer sur le livre aussi de Pierre-Henri Tavoyot, dans votre livre, vous évoquez donc cette idée que la démocratie, au-delà d'être un régime, c'est une méthode. Et c'est finalement, on rejoint cette question d'ailleurs de l'efficacité de la méthode. Oui, c'est même le peuple, c'est la question du peuple, de la démocratie qui est au cœur de la réflexion sur les populismes que Dominique Régnier a traité brillamment. C'est vraiment cette énigme du peuple, c'est-à-dire qui est le peuple. On tourne en rond depuis. Alors on a une logique habituelle sur cette question, donc en général on va le chercher dans la rue, dans les manifestations, on va le chercher au café, sur les ronds-points, puis on le trouve jamais. Donc en général, deuxième geste, on dit le peuple se définit par ses ennemis. C'est beaucoup plus facile, on ne sait pas qui on est, mais en tout cas on sait contre qui on est. Et donc, on va dire, c'est les assistés, c'est les hyper riches, etc. On va faire une liste. Puis on n'y arrive pas non plus parce que c'est une division. Donc, en général, troisième attitude, on va dire, le peuple, c'est moi. Ça, c'est beaucoup plus simple. Quelqu'un arrive et dit, j'incarne le peuple. Ça ne marche pas très longtemps et on repart pour un tour. Donc, l'idée ici, c'est de dire, en fait, le peuple, et c'est effectivement un concept, c'est pour ça que la démocratie est un régime exigeant, c'est pas tellement une figure ou un visage, c'est davantage une méthode. On pourrait réduire ça en une formule. Le peuple, c'est la capacité collective d'agir. Capacité collective d'agir. Qu'est-ce que c'est cette capacité collective d'agir ? C'est une méthode qui passe en 4 temps, et ces 4 temps doivent être équilibrés. Il faut des élections, ça ne suffit pas, il faut de la délibération, il faut de la décision et il faut de la reddition de comptes. Voilà. Et on peut être sûr, en regardant un régime, qu'avec ces 4 critères, si ces 4 critères existent de manière équilibrée, on est dans une démocratie qui est stable et efficace et qui fonctionne bien. On voit très bien, prenons la Russie, vous avez des élections, un peu prévisible, il faut reconnaître, mais il y en a. Vous avez un espace public, un tout petit peu périlleux, mais il existe. Vous avez des décisions, ça c'est clair. Ce qui manque un petit peu, c'est la reddition de comptes. Voilà, pour le moins. En France, on pourrait dire, nous avons des élections, ça on en a plein, beaucoup. On a beaucoup de délibérations, surtout en ce moment. On a de la reddition de comptes, mais sur le plan de la décision, c'est là où ça pêche un petit peu. Ouais. Donc il suffit qu'il manque un de ces critères pour que le rouage, et je partage tout à fait le diagnostic sur le fait que, encore une fois, ce qu'on demande, c'est pas un pouvoir vertical, c'est un pouvoir efficace. Et ça, c'est européen. Et accuser effectivement les citoyens qui exigent cette efficacité d'être des gens réactionnaires, c'est une catastrophe. Ceux qu'on entend nous disent « le peuple a disparu » et c'est une minorité. Ceux qu'on n'entend pas, et qui ont, à mon avis, raison, disent « c'est le pouvoir qui a disparu, le pouvoir qui est efficace ». Aussi bien au Parlement, où le vote de la loi se fait de façon étrange, mais même l'exécutif est largement impuissant, pris par des considérations qui... C'est pas de sa faute, c'est pas une question de courage, c'est que la structuration générale aujourd'hui du gouvernement est devenue compliquée. Il n'a jamais été aussi difficile de gouverner qu'aujourd'hui. Parce que ces 4 éléments de méthode demandent une virtuosité hallucinante. Gagner des élections, c'est très compliqué, il faut faire des promesses. Et ces promesses, comme on dit, on fait campagne en vers et on gouverne en prose. Il va falloir soit les tenir, soit en tout cas les réaliser. Mener une délibération, c'est très compliqué. Arrêter une délibération pour décider, c'est encore plus compliqué. Ça va y venir, c'est un sujet. Rendre des comptes, en fait, on croit que c'est simple, mais c'est pas du tout simple, c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, on est en France dans un système... C'est qui rend les comptes. Qui rend les comptes et à qui ? Est-ce qu'il faut les rendre aux médias ? Est-ce qu'il faut les rendre à Mediapart, qui se pose en censeur obligatoire ? Rendre des comptes, on est presque dans une logique aujourd'hui, comme la réforme du bac, si je puis dire, où on préfère le contrôle continu au contrôle terminal. Mais pour la politique, c'est délétère, c'est une catastrophe. Il faut pouvoir faire des choses et après être jugé sur les choses qu'on a faites. Si on rend des comptes avant même d'avoir fini l'exercice, juste du point de vue comptable, c'est une catastrophe. Et je pense que c'est cette confusion-là qui est à la source vraiment de la crise d'efficacité des démocraties contemporaines. Dominique Régnier, sur les outils, donc on parlait un petit peu du numérique. Effectivement, la crise des Gilets jaunes, elle a démarré par l'aspect virtuel d'un certain nombre de personnalités, certains sont devenus d'ailleurs des leaders autoproclamés de ce mouvement, mais qui ont dit finalement tout haut ce que tout le monde pensait tout bas grâce aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il faut penser de ce nouvel outil qui, aujourd'hui, a surgi dans la démocratie et qui vient effectivement, est en mesure
on le voit bien, de mettre à l'arrêt complètement tout un gouvernement qui, avec 40 ou 50 000 personnes, peut-être parfois 150 000, mais rarement plus de personnes dans la rue. Donc c'est pas des manifestations massives comme celles qu'on avait connues dans le passé qui ont aujourd'hui provoqué j'allais dire ce que j'appellerais un choc démocratique, effectivement, dans notre pays. Et c'est venu des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut le prendre comme une bonne chose ou comme une inquiétude pour cette démocratie? Ouais, c'est très ambivalent. En tout cas, pour ma part, malheureusement, je ne suis pas en mesure de trancher sur un versant ou l'autre. C'est très ambivalent. Il y a évidemment le caractère extraordinaire de l'accessibilité des informations, des échanges, la possibilité de construire des communautés. Enfin, moi, quand j'étais gamin à Rodez, 25 000 habitants, on avait la bibliothèque municipale, c'était d'ailleurs déjà très bien, hein, il ne s'agit pas de se plaindre, où on pouvait se regrouper avec quelques copains, discuter, avoir quelques réflexions, mais au fond, c'était très limité et assez fermé. Et on sentait bien qu'on manquait presque tout, hein, de ce qui se passait. Donc il y a aujourd'hui une forme d'accès à l'universel qui est tout à fait prodigieuse. On peut, voilà, je ne vais pas faire la liste mais c'est quand même extraordinairement riche et pour accéder à des échanges, à des communautés, comme à de la documentation, à des données, etc. Il y a beaucoup d'éléments mobilisés. C'est tout à fait remarquable. Et même, moi, c'est la formule que j'utilise. Nous sommes dans l'ère des individus médias aujourd'hui. C'est la première fois que ça se passe dans l'histoire des médias. C'est-à-dire que l'ensemble des individus qui composent un public sont eux-mêmes des médias, capables de communiquer. Je laisse Olivier s'installer. Capable de communiquer et d'avoir éventuellement même une audience significative. Après, il y a l'autre versant qui est quand même très compliqué, parce qu'on commence maintenant à avoir des études là-dessus. Ça commence à être un univers très étudié, y compris par des méthodes quantitativistes. Outre les effets sur lesquels peut-être on reviendra si vous le souhaitez, mais qui sont de type Cambridge Analytica, il y a des effets plus embêtants qui sont liés à la manière dont les algorithmes fabriquent les communautés. On a évoqué déjà, pas ici, mais c'est déjà assez connu, les effets de bulle. Hein, c'est-à-dire que grosso modo, le numérique nous met plutôt dans des communautés d'amis, hein, comme le dit Facebook. Nous ne rencontrons presque que des amis et tendanciellement des personnes qui pensent comme nous, et puis de plus en plus comme nous. Il y a une forme de radicalisation dans ces effets de bulle. C'est déjà le cas intentionnellement, c'est ce que nous faisons tous par le biais de confirmation que les psychosociologues ont beaucoup étudié. On a tendance tous, et ça date pas du web, hein, à se conforter plutôt qu'à fragiliser nos idées dans nos lectures, nos relations, etc. Mais le problème, c'est que sur Internet, ça se fait de manière automatique et très puissante par les algorithmes. Et donc, on a la possibilité d'avoir énormément de personnes, comme nous n'avons jamais eu d'ailleurs autant de personnes capables de s'exprimer, de discuter, de participer à la prise de parole et aux commentaires des affaires publiques planétaires et pas simplement nationales ou locales. Mais paradoxalement, peut-être qu'on n'a jamais aussi peu délibéré, au fond, hein, parce qu'on est en relation avec les arguments qui favorisent notre point de vue, et on va les multiplier et les empiler, mais on ne va pas considérer beaucoup les arguments qui sont opposés. Donc c'est là qu'on ne délibère pas. Peut-être qu'on parle beaucoup, qu'on délibère moins, et que là, il y a un problème de médiation. C'est peut-être une étape, je termine en disant ça, c'est peut-être une étape, sans doute une étape, parce que c'est une histoire qui commence. On ne va pas la clore maintenant, ce serait prétentieux, et sans doute erroné. C'est une étape, et il faudra qu'il y ait des ajustements de ce point de vue-là pour que cet énorme progrès, qui est quand même l'universalisation, moi ça reste quand même, je suis quand même marqué par cet aspect positif, hein, l'énorme, l'inclusion de milliards d'individus. 4,2 milliards. Ouais, c'est quand même phénoménal. Quand on songe juste ce que disait Platon, qui considérait qu'on ne pouvait pas gouverner une cité dont le nombre dépasserait 5040, ou Aristote, déjà plus malin sur ce plan-là, qui disait qu'il ne fallait pas que la taille du peuple soit si grande qu'on ne pourrait pas l'embrasser d'un seul coup d'œil, parce que là, ça permet de l'embrasser numériquement. Donc il avait une espèce de concept, je dirais, presque supérieur. Mais c'est quand même phénoménal d'arriver à intégrer ces milliards d'individus dans, malgré tout, des niveaux de relations qui peuvent être d'une grande brutalité, violence, vulgarité, ce qu'on voudra, mais aussi d'une très honorable solidité civique, hein, sans les caricaturer. Alors, on a entendu le politologue. Que dit le philosophe sur Facebook, ami ou ennemi de la démocratie? Vous parliez de cet élément, la dimension de délibération.
On pourrait dire que les réseaux sociaux ont rendu surpuissant cet instrument de délibération, sauf que c'est pas de la il y a le risque, effectivement, si l'algorithme de Facebook est modifié, c'est tout le débat qu'il y a actuellement, ça fait que les gens se retrouvent enfermés dans la même bulle cognitive, et puis il y a ce danger de manipulation des fake news. Donc qu'est-ce que vous dites, vous ? En fait, il faut revenir au sens de délibération. La délibération, c'est l'examen avant et pour la décision. Voilà. Donc c'est pas la conversation, c'est pas le bavardage, c'est pas l'expression. C'est pas le blabla. C'est le but, c'est vraiment la définition d'ailleurs d'Aristote. La boulesis, c'est pour la décision. C'est l'examen pour la boulet, c'est le conseil qui prépare les décisions de l'ecclésia, de l'assemblée. Et donc la délibération est véritablement délibérative quand elle a la décision en ligne de mire. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier, on aime beaucoup parler, et là, le bavardage démocratique est une très bonne chose, parce que c'est aussi un élément de convivialité entre amis. Le café du commerce. Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Clémenceau contre le général Boulanger. Il disait, vous aimez pas la démocratie, vous dites que c'est bavard, le Parlement est bavard. Oui, le Parlement est bavard, c'est très bien. Voilà. Simplement, il ne faut pas confondre cette dimension de convivialité avec la dimension de la décision. Or, de ce point de vue-là, notre espace public, qui est quand même le trésor des démocraties, la démocratie est le fondement l'espace public est le fondement des démocraties, on n'a pas perçu qu'il avait été totalement déstabilisé. On est parti très naïvement avec cette idée que ça allait effectivement, Internet allait régénérer la démocratie. Pourquoi ? Quelle était la principale objection à la démocratie directe ? Il y en avait grosso modo 3. D'abord, la France est un pays trop grand. Ensuite, les gens ne sont pas assez instruits. Et enfin, ils ont autre chose à faire. Donc, il faut des élites, c'est-à-dire des élus. Voilà. C'est l'argument de Sieyès, de Madison, de Hamilton et des fédéralistes. Bon. Eh bien, les partisans de la démocratie numérique disent aujourd'hui, c'est trop grand, pas du tout, ça rapproche les gens. Ils sont pas assez éduqués, si, ils sont éduqués, voilà, tout le monde sait lire, écrire, etc. Et ils ont un peu de temps. Ça, on peut mettre ça en cause. Et donc, ils disent, voilà, désormais, la démocratie directe est possible. Alors, face à cette beau rêve, il y a une objection de principe et une objection de fait. L'objection de principe, c'est que ça ne suffit pas. La démocratie, ce n'est pas simplement le peuple ici et maintenant, dans ses émotions. C'est le peuple passé et le peuple futur. C'est-à-dire qu'il faut que ce peuple soit fidèle à lui-même. Et ce n'est pas sur un coup de tête que les choses peuvent changer. Voilà, le Brexit, ça a été un petit coup de tête, les choses ont changé, c'est parfaitement démocratique, mais... Par exemple, pour le traité de Lisbonne en France, on dit que c'est un déficit démocratique. Non, ce n'est pas un déficit démocratique. Le traité de Lisbonne, c'est les Français ont refusé la Constitution européenne, ok, mais ils n'ont pas refusé l'Europe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en refusant la Constitution européenne pour conserver à la France les engagements passés et continuer à être dans l'Europe? On n'a jamais posé la question aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre l'Europe? Mais ce n'est pas du tout un déficit démocratique. C'est simplement de dire, le peuple est fidèle à lui-même, à ses décisions préalables. Donc le peuple, c'est pas ici, maintenant, dans l'émotion, c'est une volonté générale qui se construit dans une délibération et qui se construit en fidélité avec des décisions passées et avec des choix futurs. Ça, c'est le premier point. L'objection de fait, c'est que, en fait, Internet produit un bouleversement total et n'est pas porteur d'une idéologie propice à la démocratie. En fait, dans les couches d'Internet, il y a 3 couches technologiques. Il y a d'abord l'Internet au sens strict, c'est-à-dire un réseau sans organe central. On ne peut pas éteindre Internet. Ça s'appelle l'anarchie. Voilà. Et c'est pour ça que le rêve de l'anarchie, c'est Internet, l'Internet réalisé, c'est-à-dire un réseau, pas d'organe central et peer-to-peer. Voilà. Donc, ce n'est pas démocratique. Deuxième niveau d'Internet, ce qu'on appelle le web, ce sont les applications qui permettent de se retrouver dans ce réseau, c'est-à-dire la messagerie, les moteurs de recherche. Ça, ce n'est pas non plus démocratique, c'est aristocratique et censitaire. C'est le clic et le link, le lien. C'est-à-dire, on apparaît dans les moteurs de recherche. Monopolistique. Voilà, on apparaît dans les moteurs de recherche en fonction de sa popularité, ou si on n'a pas de popularité, on paye. Voilà. Donc c'est aristocratique. Troisième, Web 2.0, troisième couche, ce sont les réseaux sociaux. Et je reprends exactement ce qu'a dit Dominique Reyes. C'est pas du tout démocratique, c'est communautariste. On est avec ses amis. Voilà. C'est l'espace civil, jadis secret, qui maintenant est diffusé à l'ensemble du monde. Donc, aucune des idéologies porteuses de ces 3 niveaux de technologie n'est spontanément démocratique. Ce qui ne veut pas dire que la démocratie n'arrivera pas à apprivoiser ces 3 technologies. Et effectivement, les mettre à son service. Mais pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait le cas.
Pour une part, ça fonctionne, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le miracle est que la démocratie fonctionne encore avec cette masse d'informations. Enfin, on devrait plutôt inverser la charge de la preuve, hein. C'est toujours le même problème. On devrait se dire, ça n'a aucune raison de marcher aujourd'hui. Tout le monde peut donner son avis, ça part dans tous les sens, ça aurait dû péter depuis très longtemps. Or, le truc intéressant, c'est que ça n'a pas pété. Ça continue de fonctionner bien, correctement, enfin le moins mal possible. Et donc c'est cette logique de savoir aujourd'hui comment on va apprivoiser cette technologie pour la rendre au service de la démocratie qui est le véritable défi. Il y a quelques réponses. Alors on va revenir sur les réponses, mais puisqu'Olivier Babot, donc, qui est président d'Institut Sapiens, nous a rejoint, on va lui donner la parole. Et bon, il écoutait là ce qui vient d'être dit. On a parlé de la démocratie, on a parlé de qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'elles sont en crise, est-ce qu'elles sont en crise. Là, on était rentré dans le vif du sujet, effectivement, de notre débat. Et moi, j'ai envie de demander à Olivier, en prolongation de ce qui vient d'être dit par vous deux, est-ce que le politique aujourd'hui, il sait se servir de ces outils? C'est-à-dire qu'on a des citoyens, entre guillemets, ou en tout cas des gens, des personnes qui se sont emparées de ces nouveaux outils, qui ne sont pas forcément démocratiques, effectivement, ou pas spontanément, j'entends bien la remarque de Pierre-Henri Tavoyot, mais en même temps, il va bien falloir, à un moment donné, faire la jonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et on parlait tout à l'heure de transversalité verticale. Est-ce que c'est possible d'apprivoiser effectivement cet outil pour des hommes politiques? Je prends juste un exemple. Le grand débat, il a été fait en ligne. Mais Emmanuel Macron, il est allé au centre de l'arène, il est allé partout en France, physiquement, parce que en fait, ce contact au travers des réseaux sociaux, visiblement, l'élite, les gens d'en haut, ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans l'univers de la France en colère. D'ailleurs, ils ne sont pas venus. Il n'y a pas eu véritablement de grand débat entre les gens des Gilets jaunes et les gens les dirigeants politiques d'aujourd'hui. Ça s'est passé par un autre biais qui très bien, mais qui n'est pas forcément ce qui était recherché. Je crois que la transposition, on pourrait dire, justement, en ligne des processus démocratiques est assez illusoire, et c'est justement ce que ça a illustré, l'action d'Emmanuel Macron, c'est qu'à un moment donné, il faut encore aller au-devant des gens et être dans la coprésence physique, et je crois qu'on n'a pas réussi à surmonter ça. C'est-à-dire que la réalité en ligne du débat démocratique, pour l'instant, reste extrêmement douteuse, puisque justement on a besoin, même dans ce grand débat, d'avoir cette explication face à face, et peut-être que c'est une sorte de survivance des vieux processus. Évidemment, on sait, beaucoup de gens le notent, c'est un problème. Le vieux monde tarde à mourir. Oui, alors, on a une époque qui a un problème d'importance du changement, mais surtout de rythme auquel ce changement se fait. On a un rythme très très fort qui fait que, évidemment, des élites qui sont en place ont été formées, ont appris, ont une certaine part de leur expérience même professionnelle qui a été faite dans un autre état du monde, avec d'autres règles du jeu démocratique. Et effectivement, il y a une sorte d'incompréhension un peu naturelle, dans la mesure où ce qui arrive aujourd'hui n'aurait probablement pas été possible il y a 5 ans et encore moins il y a 10 ans. Et donc on a un ordre des choses qui a changé. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on voit dire que le problème de la démocratie aujourd'hui, c'est la traduction de 2 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est le changement du régime de l'information. On a tous été élevés dans un monde qui avait été calibré, dont les institutions avaient été construites autour de la rareté de l'information pertinente ou de l'information tout court. C'est-à-dire qu'avoir l'information était le problème. Il fallait aller dans des lieux. Et ces lieux étaient par construction des lieux où cette information avait été traitée, filtrée, où elle avait été garantie. Si un livre sortait, c'est parce qu'il y avait un éditeur qui avait voulu le sortir et donc qui avait fait un travail d'édition et de choix de ce texte. Et on est passé dans un régime complètement différent de l'information, où l'information, comme disent joliment les Canadiens, ils parlent d'infobésité, c'est-à-dire de surprésence de l'information, de présence totale. Et le problème aujourd'hui, il est complètement différent. Il n'est plus de trouver l'information, il est de trouver l'information pertinente parmi un flot d'informations. Et nos institutions ne sont pas faites pour ça. Et c'est là qu'il faudrait sans doute revenir à l'étymologie d'intelligence. Interlegere, c'est à la fois rassembler, c'est l'idée un peu d'un bouquet, on va cueillir, mais c'est aussi cueillir, donc choisir. Donc discriminer. Et cette compétence à discriminer, elle est en fait, je pense, pour le coup, un petit peu menacée, parce qu'on n'a plus ces compétences-là. Et Platon l'avait déjà remarqué, évidemment, on l'a dit, mais la démocratie exige un peuple d'élite. Or, le problème, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe.
et qui fait que ce peuple d'élite non seulement comprend de moins en moins bien, mais aussi a de moins en moins, je pense, alors peut-être que je fais mon vieux grincheux, mais la capacité ou l'apprentissage qu'on avait peut-être aujourd'hui de la dialectique et aussi de la capacité à mettre en regard, comme on présente beaucoup sur Sciences Po, vous savez, le balancement circonspect, d'un côté, d'un autre côté. Vous savez, c'était Truman qui disait à propos des économistes, donnez-moi des économistes manchots, parce qu'il y en a toujours qui viennent et qui disent on the one hand, on the other hand, et donc moi j'aimerais qu'on ait je veux avoir un vrai avis. Sauf que il y a en même temps aussi ça avait un côté bénéfique. En même temps, c'est un peu différent, mais c'est l'idée d'être capable de voir les deux aspects d'un sujet. Et finalement, c'est un problème, pardon, c'est un peu un gros mot, un problème épistémologique, c'est-à-dire un problème de classement, de hiérarchisation des savoirs et de statut de la connaissance. Et aujourd'hui, on ne se pose plus du tout cette question-là, et c'est ce qui se retrouve aujourd'hui dans la confusion, dans les discours scientifiques et les discours d'opinion. On a de plus en plus des gens qui sont élevés, probablement du fait d'une espèce de relativisme des savoirs, dans l'idée que mon opinion vaut connaissance, et elle vaut ce que valent les autres. Et dans ce type de compréhension du régime de l'information, enfin de la connaissance, il n'y a plus de dialogue possible. Parce que le dialogue est possible uniquement si vous avez une confrontation avec une capacité à s'entendre sur ce qu'est une connaissance, sur la capacité à falsifier une croyance, à revenir sur une croyance. Et on sait, Dominique l'a rappelé, combien il est difficile, combien notre cerveau n'aime pas avoir tort, combien on n'aime pas regarder les informations qui vont contre notre croyance, et on est dans un régime de l'information avec les bulles cognitives qui fait qu'on a de plus en plus de mal. Et donc au moment où on aurait besoin d'une capacité plus grande que jamais à sortir de cette bulle, je crois que le système ne favorise pas, ou favorise au contraire justement de plus en plus le fait de s'y complaire naturellement, et c'est le cas probablement de tout le monde. Alors Dominique Rillier, je ne sais pas si c'est un état effectivement d'une étape vers quelque chose d'autre, mais un autre élément quand même alors qui n'est pas que la démocratie, mais qui est quand même de la vie en société, c'est qu'il y a la notion de l'intérêt général, et puis il y a les intérêts particuliers. Et j'ai l'impression que un peu partout d'ailleurs, mais en France, pour rester sur notre cas, l'intérêt général passe un petit peu en dessous du spectre, et que ce sont les intérêts particuliers, égoïstes, qui prennent un peu le dessus, au détriment même d'une vie commune. Vous parliez effectivement du rejet de certaines normes, par exemple les 80 km/h, c'est un arbitrage entre moins de morts sur les routes et je vais être plus fliqué, entre guillemets, par rapport à mes comportements. Mais en même temps, qui serait contre avoir moins de morts sur les routes? Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être cassé dans la société dans laquelle nous sommes, peut-être pas qu'en France d'ailleurs, entre cette notion de viser l'intérêt général, et je pense que l'expression du refus du consentement de l'impôt en est, me semble-t-il, la démonstration. Enfin, oui, ça c'est un grand sujet, je crois aussi. Et le cas français est une illustration de ce qui est en train d'arriver à la plupart de nos contemporains démocratiques, puisque, et c'est d'ailleurs un autre effet du nouvel espace public, que de nous encastrer dans un univers de référence qui n'est plus seulement l'État-nation, ni même l'espace européen. Les affaires publiques, elles sont planétaires. D'ailleurs, la question du climat, elle est un exemple parfait. Ce n'est pas la seule question, mais ça en est un exemple parfait. Si bien qu'il n'est pas non plus facile, puisque ça, c'est le travail de la politique, d'extraire l'intérêt général de toute l'évolution individuelle ou corporatiste, qui ne sont pas illégitimes pour autant, mais d'en faire un objet de discussion dans les termes de l'intérêt général, c'est objectivement devenu difficile parce qu'il y a un encastrement des intérêts généraux dans des intérêts universels, si je puis dire. Et ça devient très compliqué pour le citoyen, et on ne peut que compatir et éprouver nous-mêmes ce désarroi, de placer sa propre existence individuelle dans un intérêt universel. Ça devient très très compliqué. C'est ça l'affaire de la taxe carbone aussi. Si d'un côté on me dit c'est l'intérêt de la planète de taxer votre usage du monde et la fin du mois. Oui, mais rien n'est faux là-dedans. Mais ce n'est pas pour autant acceptable. De la même façon, ça c'était pas sur le même plan, mais c'était très intéressant aussi quand vous dites les 80 km/h, qui est contre la réduction du nombre de morts sur les routes? Personne, évidemment. Par contre, là, on peut dire, mais
c'était pas nécessaire de le décréter et de l'imposer à tout le monde. On pouvait dire, voilà, dans tous les départements, vous réunissiez les élus, le préfet... C'est d'ailleurs là-dessus que ça se termine sur un exercice plus participatif. C'était ça, quand même, on aurait pu imaginer. On aurait pu commencer par ça dès le départ. Enfin, je ne veux pas accabler les gens qui gouvernent parce que c'est pas facile. J'y suis pas, c'est très compliqué. Et c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on est toujours... Non, mais ce qu'on pourrait dire, c'est de cette crise, on pourrait tirer quelques leçons. Alors peut-être se dire que, on ne sait pas ce qui va sortir du grand débat, mais est-ce qu'on pourra encore faire de la politique de la même manière ? Emmanuel Macron avait dit, nous ne sortirons pas indemnes, en tout cas de cette crise, sans un changement profond. Est-ce que, et c'est peut-être d'ailleurs bénéfique, le rapport justement entre les élites et les gouvernés va nécessairement changer ? Est-ce qu'on va devoir rentrer dans, c'est peut-être un mot qui va être à la mode dans quelques semaines, dans une république délibérative permanente ? Alors, moi, il me semble il faut bien avoir conscience que la démocratie délibérative, c'est one shot de temps en temps. Je veux dire, ça ne peut pas être un état permanent. Non, parce qu'il y a un truc qui est l'objection principale à l'égard de la démocratie participative, c'est qu'il faut que les citoyens participent. Voilà. Or, j'adore la politique. Personnellement, je travaille dessus, je fais cours dessus, mais ce soir, je préfère regarder un match de foot plutôt que d'aller faire une réunion globale. Donc, par principe, si vous voulez, si je ne suis pas là ce soir à la réunion politique, qui va y être ? Et ce seront les minorités actives, bien intentionnées ou mal intentionnées, mais il y aura une forme d'usurpation. Voilà, le pouvoir du peuple va être usurpé par un certain nombre de minorités actives. On l'a vu dans les tests du RIC qui ont été faits par D'ailleurs, le CESE. Le RIC arrive assez dans c'est en 10e, 12e position, le RIC, comme proposition. Et c'est pas spectaculaire. C'est pas une majorité. Non, c'est pas une majorité. Mais donc, voilà, il faut bien avoir en tête que nous avons des milliers d'autres choses à faire dans la vie que de faire de la politique. C'est pour ça que les élus sont nécessaires. Les politiques professionnelles, il faut redire ça contre la démagogie ambiante, sont absolument nécessaires. Nous avons besoin de ces hommes politiques professionnels. Voilà, donc la participation, ça peut marcher. Aujourd'hui, les gens sont passionnés, sont intéressés. Donc ça fonctionne, oui, c'est très bien. Mais ça ne durera pas. Et c'est un instrument d'art politique, la délibération. Comme la participation, sur certains sujets, c'est très utile. De temps en temps, dans un contexte, c'est très utile. Mais pas tout le temps. Donc ça ne peut pas être une stratégie d'évitement pour éviter d'avoir à un moment donné à se confronter au quatrième volet, c'est la décision. Oui, la décision. Et il va bien falloir décider à l'issue de ce grand débat. Oui, il faudra décider. Mais d'ailleurs, quand on regarde si on fait un score des revendications qui reviennent, soyons clairs, la décision sera absolument impossible. C'est-à-dire que, voilà, et c'est là où... Je précise que donc nous sommes un mois avant la décision, donc on verra dans un mois. Il y aura pas tout le monde sera mécontent, ça c'est absolument clair, mais il faut aussi percevoir que dans une délibération et dans une discussion de ce type, c'est pas forcément les résultats qui comptent, c'est aussi le fait que les gens ont réfléchi. Moi j'ai participé à un grand débat avec Philosophie Magazine à Lille, très intéressant, il y a des gilets jaunes, une diversité absolument incroyable, socio-professionnelle, d'âge, enfin absolument incroyable, vraiment un très très beau débat. Les gens ont voté pour les trucs qu'ils voulaient, voilà, tous plus délirants les uns que les autres, j'en étais aussi, et à la sortie, j'interroge les personnes pour voir quoi vous avez pensé quoi, ils disent bon voilà, on a discuté, c'était passionnant, vraiment, on a compris la complexité des choses, les antagonismes qui étaient présents. Bon, mais maintenant, soyons honnêtes, on a voté ça, maintenant laissons décanter pendant une semaine, et puis il faudrait revenir, et là, on s'informe un peu et on est sérieux. Voilà. Donc il y a aussi ce sentiment, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, les citoyens pour des imbéciles. Ils ont bien conscience que chaque décision, il y a un certain nombre de conséquences qu'il va falloir évaluer un peu. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il ne faut pas s'en tenir au seul résultat sous forme de sondage qui sortent du grand débat. C'est aussi une maturation de l'espace public et une réflexion parce que ça discute dans les familles et ça s'oppose. Et on voit bien que les solutions... C'est un processus itératif. C'est un processus itératif. C'est ce que font les Britanniques maintenant. D'ailleurs, oui. Absolument. After. Bien, on arrive bientôt au terme de ce podcast passionnant. On pourrait y passer des heures. J'aurais deux dernières questions. La première pour Olivier Babot, sur le sentiment qu'il y a une privatisation. Est-ce que les géants du numérique privatisent la démocratie ? Est-ce qu'ils sont en train de devenir finalement le nouveau lieu où ça se passe et quelles conséquences on peut en tirer et avec quelques inquiétudes. On a cité Cambridge Analytica, il y a actuellement beaucoup de débats chez Facebook, qui est quand même
l'acteur mondial le plus important, pour de nouvelles régulations de cette, je ne sais pas comment on doit qualifier aujourd'hui Facebook, mais cette puissance. Pensons simplement à la masse de données que Facebook détient désormais, pour ne parler que de la France, sur les gilets jaunes. Et qu'est-ce que ça veut dire au moment d'une élection démocratique qu'un géant tel que Facebook, détenant des données aussi importantes, est-ce que ça peut influencer les choses? Voilà des éléments de danger peut-être pour la démocratie contre lesquels il va falloir inventer des règles nouvelles. Oui, le plus évident, c'est la capacité à manipuler, évidemment, les opinions. Donc, comme vous avez pu le Parfois dire. Même à l'insu de Facebook, je n'accuse pas de Facebook. Probablement l'acteur, alors insu, exactement, ou d'autres gens à utiliser ces outils avec des règles particulières pour arriver justement à manipuler d'autres pays qui pourraient utiliser ces plateformes, effectivement. Donc, ce n'est pas les plateformes forcément elles-mêmes. Le deuxième élément qui est préoccupant, c'est la réalité, on pourrait dire, de la censure et de la moralisation des échanges qui est prise en charge en réalité par Facebook aujourd'hui, sans réel, évidemment, sans capacité de recours. C'est une sorte de justice qui ne dit pas son nom, de procès qui sont verbaux et même pas réellement explicites, puisque juste vous supprimez telle image qui est considérée amorale. Évidemment, on se souvient des œuvres d'art, l'origine du monde de Courbet, etc. Et toute l'idée que de plus en plus, c'est aux plateformes de juger ce qui est bon ou pas, avec même aujourd'hui, à partir des fake news, des réponses autour de les plateformes décider de ce qui est vrai ou pas, enlever le faux. Et quelle est la plateforme qui va en réalité pouvoir faire ce choix Facebook terrible? supprime des pages, Twitter supprime des comptes en permanence. D'ailleurs, ça leur coûte de plus en plus cher. Certains disent que ce danger-là pourrait tuer Facebook ou Twitter parce que ça va leur coûter. Ils vont être obligés, sauf à accepter des contrôles étatiques, mais ils vont être obligés de mettre en place eux-mêmes cet autocontrôle. Soit ils les tuent, soit on va avoir une asepsie telle des réseaux que en fait, il y aura plus une sorte d'immense Pravda. D'arriver à la Pravda sur Facebook. 2.0. On n'en est pas tout à fait là quand même. Et pour peut-être un mot de Pierre-Henri sur Intervoyaux sur cette question, mais j'avais envie aussi de lui demander, voilà, on voit aujourd'hui l'essor des mouvements citoyens. On a enregistré ce podcast alors qu'il y avait les jeunes, les lycéens notamment, qui manifestent au nom du climat, donc qui ont une vision planétaire, effectivement. Et puis en même temps, le grand débat se termine, et là on est sur une vision, j'allais dire presque à l'inverse, la vision du rond-point. Donc comment est-ce que du rond-point à la planète, on peut arriver à imaginer l'intégration de mouvements citoyens dans cette démocratie 2 ou 3 ou 4.0, je ne sais pas comment la qualifier. Je pense que justement, il y a un élément de convivialité, de recherche de convivialité, parce que c'est vrai que, honnêtement, soyons clairs, manifester pour le climat, ça veut rien dire. Je veux dire, ça veut rien dire. Au nom de demander aux États, on attaque l'État en justice maintenant. Mais même parce que c'est pas sur certaines revendications claires, c'est pas sur certaines actions qui est contre le climat. Bon, qui est pour les inégalités. Enfin, donc là, on a plutôt, je vois plutôt l'idée de se sentir ensemble. Pour défendre une cause, et que la vérité de ces mouvements, c'est plutôt justement ce qu'il n'y a pas dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire une recherche de convivialité. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, je crois que s'il perdure, c'est parce que les gens la vérité de son déclenchement, c'est plutôt dans des zones périurbaines où il n'y a plus d'espace de convivialité, il n'y a plus de bars, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de sortie de l'église, il n'y a que le supermarché, mais on n'y va pas à la même heure, et c'est pas très agréable. Eh bien, c'est vraiment un désir de convivialité. C'est ça qui a nourri, je crois, le point. Donc c'est justement le contrepoint de la logique des réseaux sociaux. Mais je voudrais aussi revenir sur les types de réponses qu'on peut attendre sur cette déstabilisation de l'espace public. Parce que il me semble qu'il y a 3 niveaux de solutions possibles. Le premier niveau, c'est effectivement la sortie de l'esprit de naïveté. Nous n'avions pas perçu, c'est ce fait, que l'espace public était fragile. On pensait qu'il suffisait de le rendre libre pour qu'il soit existant, efficace, fructueux. Or, on s'aperçoit que cet espace public peut être déstabilisé, menacé, voire potentiellement détruit. Donc, de ce point de vue-là, il faut utiliser des armes qui sont parfois des armes au sens strict du terme, dans ce qui constitue une cyberguerre. Et je crois qu'on est sorti très rapidement, en l'espace de 2 ou 3 années, de cette naïveté hébétée
qui disaient mais non, il ne faut pas du tout porter atteinte aux libertés. Il y a une guerre de l'Internet, une guerre de déstabilisation massive, des armes de déstabilisation massive, et il faut se donner... Macron a raison quand dans sa lettre aux Européens de dire il faut traiter ce sujet. Oui, mais je ne pense pas que sur le plan légal. C'est une guerre, il faut des instruments dans cette guerre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'effectivement, il va falloir que, sur le plan des pratiques, aussi bien du côté des GAFA que du côté des utilisateurs, il y a un certain nombre de changements. Responsabilisation éditoriale des GAFA. C'est quelque chose qui doit se produire. Et deuxièmement, peut-être la fin de l'anonymisation des comptes. Il me semble qu'on ne va pas pouvoir... En même temps, pour les révolutions arabes, ce serait une catastrophe. Oui, mais en tout cas... Voilà. Il y a quand même toujours cette dualité, quoi. En fait, en Algérie, ce qu'on aperçoit justement, c'est que... maintenant, ils y vont à visage découvert. Oui, c'est dire que puis avec la reconnaissance... Bon, enfin voilà. En tout cas, ces deux éléments me paraissent vraiment importants, en tout cas des pistes à creuser. D'ailleurs, les GAFA eux-mêmes sont en train de les intégrer très massivement. Puis il y a un troisième point qui me paraît aussi intéressant, c'est l'idée d'une autorégulation. Ça, je pense à cette initiative de Reporters sans frontières que je trouve très intéressante, qui en fait de dire, nous allons créer un label de médias mondiaux, une liste blanche, c'est-à-dire de médias qui décident d'obéir à une charte de déontologie anti-fake news. Cette certification vient d'une autorité extérieure qui n'est pas étatique. Elle fait l'objet d'accords et les médias qui obéissent à cette charte, eh bien, ont, avec l'accord des GAFA, des avantages en termes de bonus sur le plan publicitaire dans la part des GAFA. Je trouve que cette logique d'autorégulation qui vise à reproduire des autorités, d'informationnel dans le monde des médias est une initiative qui me paraît intéressante. Donc si vous voulez, à la fois sur le plan de l'État régalien, les services secrets dans la guerre, dans la cyberguerre, sur le plan de l'autorégulation des médias eux-mêmes et sur le plan effectivement d'une limitation ou d'une responsabilisation des GAFA, je crois qu'il y a trois pistes très intéressantes à creuser et il me semble qu'on peut être optimiste là-dessus, c'est en cours. Olivier, pour conclure, donc face au rond-point 3.0, il faut l'Élysée 3.0 ? Oui, sans doute, mais moi je suis surtout frappé par le fait que, vous savez, au moment de l'humanisme, au XVe siècle, on avait écrit tout d'un coup beaucoup d'utopie parce que l'humanisme c'était aussi un projet politique. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est toujours intéressant de regarder l'art, regarder les productions. Qu'est-ce qu'on voit ? Plus personne n'écrit d'utopie au sens de désir souhaitable. Hein. Le eutopos, c'est non seulement le lieu qui n'existe pas, mais le lieu souhaitable, le bon lieu. Nous, on n'écrit que des dystopies, c'est-à-dire on est capable, avec les Gattaca, The Island, Black Mirror évidemment, que d'imaginer des futurs terribles. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable de proposer une vision de ce que serait le monde idéal. C'est peut-être ça, finalement, qui rend difficile la décision parce que décider pour un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne conçoit pas, c'est difficile. Donc, il faudrait déjà qu'on arrive à avoir une notion positive de ce à quoi on aimerait pouvoir arriver dans ce monde technologique. Évidemment, on n'éteindra pas Internet ni les technologies. Merci beaucoup pour cette conclusion et ça achève notre 4e, je crois, podcast Sapiens, la Tribune. Merci et à la prochaine.